Fermez les yeux un instant et imaginez que tout ce que vous appelez « moi » n'est qu'une lumière de vitrine, polie et pointée vers l'extérieur. Les gens passent, voient la lueur, sourient un instant, puis repartent. La vitrine reste allumée, infatigable. Mais derrière elle se trouve une pièce sombre, silencieuse, intacte. C'est là que votre vraie vie vous attend, avec toutes les voix que vous ne voulez pas entendre. C'est là que votre histoire commence pas dans la vitrine. Carl Jung murmure de cette profondeur, personne ne devient entier en cachant la nuit de son propre cœur. Et si vous avez déjà ressenti l'étrange sensation de tout faire bien tout en restant invisible, c'est peut-être parce que la part que vous avez effacée, pour plaire continue de vous régner dans l'obscurité. Pour combien de temps encore ? Nous avons été domestiqués par la promesse d'approbation. On nous a appris que la gentillesse est synonyme de valeur, qu'être toujours serviable est le secret pour être reconnu, que céder et rester silencieux ouvre des portes. Vous savez comment ça se termine, beaucoup de « merci », peu de reconnaissance, une fatigue qui n'est pas due au corps, mais à l'âme amputée. Jung voyait ce scénario sans étonnement et disait « Vous êtes l'otage de votre personnage, le masque social que nous portons pour survivre. C'est nécessaire, certes, mais ce n'est pas toute la vérité. Lorsque le masque remplace le visage, le destin est prévisible, l'énergie vitale se déforme, la volonté est brisée, le monde commence à vous voir comme une fonction, et non comme une présence. Vous rendez-vous compte ? Quelle part de votre « vertu » n'est qu'une peur disciplinée ? Peut-être vous reconnaissez-vous dans la gentillesse qui devient concession, dans le sourire qui vous serre la mâchoire, dans la politesse qui ravale les limites. Peut-être réalisez-vous que le mot « oui » a guidé votre vie plus que vos propres pas. Au début, tout semble beau, vous êtes aimé, rare, de « bonne compagnie ». Puis vient le vide, être aimé ne paie pas le prix de ne pas exister. Ici surgit la question qui sépare la surface de la profondeur. Qui seriez-vous si vous cessiez de demander la permission d'être ? Le prétendu confort d'être agréable a un coût exorbitant, il exige que vous abandonniez la part de vous-même qui contient vigueur, colère légitime, ambition pure, intuition féroce, désir de transcendance. Toute cette force bannie ne s'évapore pas, elle descend. Elle descend dans le sous-sol psychique que Jung appelait l'ombre. Et de là, elle trouve des voies sinueuses pour se venger, anxiété sans cause, jalousie irrationnelle, accès de colère discret, fatigue chronique, procrastination qui ressemble à un sort. Ce n'est pas de la malchance. C'est l'énergie que vous avez expulsée qui revient pour recouvrer votre dette. Tu penses que c'est juste de la fatigue, en fait, c'est la part niée qui essaie d'entrer. Tu penses que c'est juste de la tristesse, c'est la soif de plénitude. Tu penses que c'est juste de la malchance, c'est l'inconscient qui sabote le scénario où tu disparais. L'inconscient n'est pas un ennemi, c'est le gardien de ce que tu as rejeté. Il tente, par les rêves et les symptômes, de te rendre ce qui t'appartient, même sans ta permission. Tu connais ce rêve récurrent où tu es en retard, nu au mauvais endroit, tombant sans terre ? Le rêve ne veut pas t'humilier, il veut te réveiller. Il te dit, tu n'es pas habillé comme tu es. Tu es en retard pour ta propre vie. Tu chutes parce que la structure qui soutient ton image ne supporte plus le poids du doux mensonge. Jung ne romance pas l'ombre, il la dignifie. L'ombre est la somme de tout ce que vous avez relégué à l'acceptation, colère, haine, envie, vanité, désir, orgueil, mais aussi puissance, créativité brute, courage de dire non, talent pour diriger, capacité à affronter. À ce qui vous paraît, laid, s'ajoute tout ce que vous n'avez pas cultivé par peur de perdre l'amour. Voici le paradoxe, c'est par amour que vous vous êtes mutilé. Et c'est par amour supérieur l'amour de la vérité que vous devrez vous accomplir. L'ombre est le dépositaire de ce qui était interdit dans votre carte affective. Chaque famille, chaque culture, chaque époque dresse une liste de ce qui est acceptable. Le reste est clandestin. Si vous avez grandi en entendant que l'ambition est de l'égoïsme, que la colère est laide, que la sensualité est sale, que le désir de gloire est vanité, alors votre pouvoir était enchaîné comme un animal dangereux. L'animal perdure. Et lorsque l'enceinte mentale devient trop étroite, elle aboie, ronge, hurle parfois physiquement, parfois par son comportement. Et si, au lieu de la punir, vous l'écoutiez ? Et si, au lieu de la réprimer, vous l'éduquiez ? La psychologie analytique comprend que la vie psychique aspire à la plénitude. L'inconscient collectif, cet océan d'images archétypales que nous partageons avec tous les êtres humains, nous pousse vers le symbolisme, l'intégration des contraires, le mariage de la lumière et de la nuit. Non par moralisme, mais pour la santé. L'unité intérieure a un poids spécifique, elle rend la présence dense, le regard stable, la voix naturellement confiante. On ressent cette plénitude. On fait confiance avant de comprendre. On respecte avant d'accepter. C'est là que naît le véritable magnétisme, non pas d'un charisme théâtral, mais de l'alignement de l'intention, de la parole et de l'action.
Et cet alignement n'apparaît que lorsque l'ombre n'a plus besoin de frapper pour être vue. Alors pourquoi évitons-nous autant cette intégration? Parce que la personne craint la mort. Elle se demande, si je dis non, m'aimeront-ils? Si je manifeste ma colère, me rejetteront-ils? Si je fais preuve d'ambition, me traiteront-ils d'arrogant? La personne se masque tant vantée et lâche par nature. Elle se nourrit d'approbation, sans public, elle panique. Mais vous n'êtes pas le masque. Vous êtes la conscience capable de l'enlever et de le remettre quand il le faut. Vous êtes l'instance qui observe le théâtre et, si vous le souhaitez, écrit la pièce. Vous êtes le point silencieux derrière les voix. C'est la découverte centrale qui amorce le voyage vers l'individuation. Je ne suis pas seulement ce que je pense de moi-même, et encore moins ce que les autres pensent. Je suis celui qui peut voir les deux et demeurer. Cela a une saveur spirituelle car c'est le cas. Toucher le soi, le centre organisateur de la psyché, c'est toucher quelque chose de lumineux, une expérience de sens qui nous encadre sur un axe invisible. Lorsque cet axe apparaît, le chaos ne disparaît pas, mais trouve une place. On pourrait se demander, mais être bon n'est-il pas la bonne chose à faire? Le problème n'est pas la bonté face au mal, mais la plénitude face à la fragmentation. La bonté née de la peur n'est pas vertu, c'est une tentative de contrôle. Elle porte des fruits amers, ressentiment, lassitude, sentiment d'injustice. La vraie vertu naît de l'union des contraires, lorsque votre énergie vitale comprend force et douceur, limite et empathie, fermeté et bienveillance. Vous dites « non » sans haine, oui, sans vous trahir. Vous aidez parce que vous le pouvez, non parce que vous avez besoin d'être vu. Et, paradoxalement, c'est là que commence la profonde respectabilité. Personne ne respecte ceux qui ne se respectent pas. Ceux qui cèdent toujours par peur sont aimés comme un outil, non comme une présence. Ceux qui intègrent leur propre ombre commencent à émettre un signal différent, presque physique, je sais qui je suis et je peux assumer ce que je dis. Ce signal réorganise les relations, les négociations, les choix. Ce n'est pas de la magie. C'est une structure interne qui rayonne d'ordre. À ce stade, un malaise peut surgir. Si j'intègre ce que j'ai refoulé, ne vais-je pas devenir pire? Cette question révèle l'idée fausse la plus répandue concernant l'ombre. Intégrer ne consiste pas à libérer des pulsions aveugles, il s'agit de les transformer en fonctions conscientes. La colère devient une limite. L'envie devient une admiration émouvante. L'orgueil devient dignité. Le désir devient création. La peur devient prudence. Rien n'est jeté, tout est redirigé. Ce qui vous poussait autrefois dans l'obscurité vous propulse désormais en avant. Il n'y a plus de domestication violente, il y a éducation symbolique. L'ego cesse de lutter contre l'inconscient comme face à un ennemi et commence à dialoguer avec lui comme quelqu'un qui consulte une rivière pour construire un pont. Sans rivière, pas de pont, sans pont, la rivière déborde. La sagesse consiste à respecter le courant tout en lui donnant une destination. Et comment cela commence-t-il concrètement? Non pas par de grands discours, mais par de petits gestes d'honnêteté. Demandez-vous, quand je dis « oui », qu'est-ce que j'achète de moi-même? Quand je me tais, qui est-ce que je trahis? Quand je souris, quelle douleur est-ce que je demande à attendre? Quand je travaille trop, que ne veux-je pas ressentir? Quand je me compare, quel appel est-ce que je fuis? Ces questions font surgir des images de l'inconscient. Elles créent des brèches par lesquelles émergent rêves, souvenirs et intuitions. Écrivez-les. Dessinez-les. Écoutez-les sans cynisme. La matière symbolique ne parle pas le langage d'un manuel, elle parle celui du mythe. Si un animal apparaît à répétition dans vos rêves, ce n'est pas un hasard, c'est porteur de force. Si une maison apparaît avec une pièce fermée à clé, ce n'est pas un hasard, c'est une invitation à ouvrir une part de vous-même. Si vous vous voyez toujours porter un poids, peut-être soutenez-vous des vies qui ne sont pas les vôtres. L'âme est à la fois littérale et poétique. Il révèle ce que l'esprit craint d'exprimer. Au quotidien, essayez des exercices qui rétablissent votre centrage sans violence. Le premier est la pause. Avant de répondre, faites une pause. Avant d'accepter, faites une pause. Avant d'expliquer, faites une pause. Le temps est l'allié de la conscience. Ceux qui vous pressent veulent que vous répondiez avec votre personne, et non avec votre intégralité. Le deuxième est la limite silencieuse. Nul besoin de monologue. 1. Pas maintenant, bien placé est une révolution. Le troisième est la présence au corps. L'ombre se révèle dans le corps, mâchoire serrée, épaules raides, estomac tendu, gorge sèche. Observez. Respirez dans la contraction, comme si vous allumiez une lumière dans un sous-sol. Ne combattez pas la sensation, accueillez-la. Dites-vous, il y a de la colère ici, il y a de la peur ici, il y a de l'urgence ici. Nommer, c'est commencer à gouverner. Le quatrième est le vœu de vérité minimale, ne promettez pas ce que vous savez ne pas tenir. L'âme se désorganise lorsque la bouche se vend. Et le cinquième est le courage du premier conflit. Le premier, non,
provoque un tremblement de terre, mais ensuite le terrain se stabilise et vous découvrez que personne n'est mort, seulement l'illusion qu'être aimé exige l'obéissance. Petit geste, grand secours. Le monde a aussi sa psyché. Ce que Jung appelait l'inconscient collectif se manifeste dans la culture sous forme de tendances, de modes émotionnels, de vagues morales. Nous vivons à une époque d'hyperexposition et de vertu performative. Tout doit paraître lumineux, efficace, joyeux. Cette lumière sans ombre fatigue, et peu à peu, nous rend fous. Il n'est pas étonnant que tant de gens se sentent vides, même après avoir accompli quelque chose. Le vide n'est pas l'absence de choses, c'est l'absence de soi. Aucun algorithme ne nous rend à la plénitude. Il y a un processus, un mythe, un rituel. L'individuation, la voie dont nous avons parlé, est un rituel intime, elle exige le risque, le silence, la confrontation avec ce que l'on préférerait ne pas exister. Et, comme tout rituel, elle change le nom secret de ceux qui la subissent. Vous pouvez continuer à vous appeler le même, mais votre regard aura un timbre différent. Ceux qui vous connaissent diront, je ne peux pas l'expliquer, mais vous êtes différent. Oui. Moins de façade, plus de chez vous. Certains se demanderont, qu'en est-il de l'amour? Cette focalisation sur soi n'est-elle pas une forme d'égoïsme? La réponse, aussi inconfortable soit-elle, est simple, l'amour qui se nie produit des épouvantails obéissants, et non des êtres vivants. Aimer autrui tout en méprisant sa propre âme engendre des relations de dépendance, de ressentiment et de silence de marbre. L'individuation n'éteint pas l'amour, elle le qualifie. Plus on se nourrit intérieurement, moins on a besoin de coloniser, de punir et de drainer. On commence à aimer comme quelqu'un qui offre une table, et non comme quelqu'un qui exige de la nourriture. Cela n'affaiblit pas la passion, cela lui donne une colonne vertébrale. Cela ne diminue pas l'abandon, cela lui donne du discernement. L'ombre intégrée protège l'amour des mises en scène et du chantage. Et l'amour, protégé, devient une force créatrice de monde. Si tout cela vous paraît trop ambitieux, rappelez-vous, le point de départ est humble. C'est vous, aujourd'hui, qui observez une situation unique où vous vous êtes trahi. Vous n'avez pas besoin d'un manifeste. Vous avez besoin d'un geste. Peut-être s'agit-il d'envoyer le message que vous avez évité, de vous éloigner 5 minutes pour respirer lorsque la réunion vous submerge, de dire « je préfère autre chose », avec la douceur ferme de quelqu'un qui reconnaît sa propre valeur. Là même les gestes minimalistes, ce sont eux qui ouvrent la voie à d'immenses changements. L'inconscient est comme un animal ancestral, il réagit aux postures, pas aux discours. Lorsque vous vous levez intérieurement, quelque chose d'ancien surgit avec vous. Vous le ressentez. Le monde le ressent. C'est archétypique. Face à ce chemin, Jung ne se pose ni en juge ni en gourou. Il apparaît comme une présence pointant du doigt des symboles dans le paysage et disant, « Voyez, c'est vous aussi ». Il vous tend une lanterne et vous accompagne jusqu'à l'entrée de la grotte. Il ne peut pas marcher à votre place, mais il peut marcher à vos côtés, se rappelant que la peur initiale est la gardienne du trésor et que personne ne quitte ce voyage comme il y est entré. Votre bonté, apprivoisée tremblera, votre masque demandera audience, des liens exerceront une pression pour que tout redevienne comme avant. C'est attendu. Le système se défend. Mais ce qui a déjà été vu ne peut être rendu invisible. Une fois l'ombre nommée, elle commence à se réorganiser autour de la conscience. Et, petit à petit, votre vie cesse d'être une réaction pour devenir une direction. Peut-être, à cet instant, sentez-vous déjà le mouvement approcher. La suite n'est pas un nouveau polissage de la fenêtre, c'est une descente dans les pièces obscures où réside la force que vous juriez ne pas posséder. Descendre, ce n'est pas tomber. Descendre, c'est accepter la gravité. C'est franchir des portails où ce qui semblait être un défaut se révèle être un outil, où ce qui semblait être une menace se révèle être un carburant. Tout ce que vous avez évité porte précisément l'énergie qui vous manque pour toute votre existence. Et, si vous suivez Jung comme guide non pas comme un auteur distant, mais comme une conscience qui comprend les mythes, les rêves et la douleur, vous trouverez dans cet espace souterrain une alliance impensable, vous avec vous-même. Avant de traverser, prenez un engagement simple et radical, ne fuyez pas au premier signe d'une véritable rencontre. L'ombre teste votre disposition par de petites provocations, un malaise soudain, un souvenir qui revient avec son parfum et sa couleur, un rêve qui vous réveille au milieu de la nuit. Au lieu de chercher votre téléphone portable, prenez un stylo. Au lieu de vous engourdir, écrivez. Au lieu d'expliquer, ressentez. Vous n'avez pas besoin de héros extérieurs, vous avez besoin de votre propre héros intérieur, qui ne porte pas de cape mais descend les escaliers. La psyché aime ceux qui se présentent avec respect et courage. Et lorsque vous le ferez, les portes qui semblaient autrefois des murs s'ouvriront. Maintenant, prenez une grande inspiration. La surface a été nommée, le masque a été vu, la promesse a été faite. De l'autre côté de cette phrase, la traversée commence. Il n'y a pas de signe lumineux,
mais un phare austère, votre regard. Et il y a un compagnon silencieux qui connaît les raccourcis, Jung, non pas comme un saint, mais comme une carte vivante. Si vous avez ressenti l'appel non pas un enthousiasme superficiel, mais un appel grave, alors vous êtes prêt pour ce qui donne un sens au reste. Préparez-vous à la descente. L'ombre n'est pas un monstre tapis, c'est un gardien qui détient la clé de votre pouvoir. Et lorsque vous la traitez pour ce qu'elle est, la clé devient une porte. À l'étape suivante, nous l'ouvrirons. Il arrive un moment, inévitable, où l'être humain se lasse de faire semblant. Le sourire s'alourdit, les mots sonnent creux, le corps obéit, mais l'âme commence à ralentir. C'est le moment où l'air se fait dense et où tout ce qui était normal commence à sembler mis en scène. C'est le signe avant-coureur de la descente, et Jung disait que personne ne descend de son plein gré, c'est la vie elle-même qui nous pousse. Maladie, perte, échec, rejet, épuisement, autant d'invitations déguisées. La psyché n'envoie pas de lettres polies, elle désorganise le quotidien jusqu'à ce que l'ego, impuissant, réalise qu'il doit écouter. Peut-être l'avez-vous ressenti silencieusement, la journée est la même, mais quelque chose en vous ne colle plus. C'est ainsi que commence le voyage de l'ombre, pas d'annonce, pas de bande-son, juste un léger vertige, le sentiment que le scénario de votre vie a été écrit par quelqu'un d'autre. Jung croyait que l'inconscient agit avec une précision symbolique. Lorsqu'on ignore son appel, il change de tactique. D'abord, il envoie de l'inconfort, puis des symptômes. Un travail qui vous épuise sans raison apparente, une relation qui se répète en cycle de besoin et de culpabilité, une anxiété qui survient à l'heure du coucher, une colère qui explose pour un rien. Ce ne sont pas des problèmes, ce sont des messages. L'inconscient parle en événement, et chaque répétition est un mot que vous n'avez pas encore essayé de traduire. Si quelque chose persiste, c'est qu'un contenu refoulé tente d'émerger. Pensez à cette personne qui semble tout maîtriser, mais qui s'effondre soudainement intérieurement. C'est peut-être vous. Le monde perçoit la stabilité, à l'intérieur, un tumulte de voix, la rationalité qui dit « continue », et une autre, plus grave, qui murmure « ça suffit ». Cette seconde voix est l'ombre. Elle est dépourvue de manière. Elle s'exprime par l'irritation, l'ennui et la perte de sens. C'est celle qui vous fait fixer le plafond aux petites heures du matin et vous demande pourquoi rien ne vous satisfait. Ce n'est pas l'ennemi. C'est l'instinct qui tente de vous sauver du rôle qui vous a été assigné. Jung disait que l'ombre est ce que l'ego refuse d'être. Elle abrite ce que vous avez rejeté au nom de l'acceptation. C'est pourquoi elle se manifeste par des figures et des situations qui vous provoquent. La personne qui vous irrite sans explication, le collègue qui semble vous déstabiliser, le traître, l'arrogant, le manipulateur, tous sont des miroirs. L'inconscient collectif se sert de la vie comme d'un miroir pour vous renvoyer ce que vous ne voulez pas voir. Vous détestez chez les autres ce que vous n'avez pas encore reconnu en vous-même. Quand la colère surgit, elle ne se dirige pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Il était une fois une femme, une cliente de Jung, qui rêvait toujours d'un loup à sa porte. Elle se réveillait en sueur, pensant que l'animal voulait la dévorer. Progressivement, Jung lui démontra que le loup était l'image de sa propre agressivité refoulée, de la force instinctive qu'elle ne pouvait jamais utiliser. Elle avait été élevée pour être docile, soumise, agréable. Mais la vie la plaçait sans cesse dans des situations où elle était exploitée, humiliée et ignorée. Le loup venait la défendre, non la blesser. Lorsqu'elle accepta enfin cette énergie, elle commença à poser des limites. Et, curieusement, le rêve changea. Le loup se mit à marcher à ses côtés. L'ombre ne veut pas vous détruire, elle veut vous servir. Mais tant que vous la niez, elle vous domine. C'est la tragédie invisible de tant de gens, ils passent leur vie à essayer de prouver qu'ils sont bons, justes et purs, et plus ils essaient, plus ils perdent leur force. La bonté sans l'ombre est comme un corps sans sang. Vous n'êtes pas né pour plaire, vous êtes né pour exister. Et l'existence est faite de contradictions. Vous pouvez être doux et dur, généreux et prudent, compatissant et affirmé. Le problème n'est pas d'être en colère, c'est de se laisser envahir par la colère parce que vous n'avez jamais appris à l'écouter. Ce que l'ego appelle faiblesse, l'inconscient l'appelle énergie mal intégrée. La descente dans l'ombre commence toujours par une résistance. Au début, on essaie de rationaliser. On se dit que ce n'est qu'une phase, qu'on est fatigué, que tout passera. Mais rien ne passera. Et plus on lutte pour maintenir la surface intacte, plus le sous-sol exerce une pression. C'est le même mécanisme que pour les volcans, plus le magma est comprimé, plus l'éruption est violente. Une répression prolongée produit des effondrements soudains. Soudain, on prend des décisions impulsives, on dit des choses qu'on ne dirait jamais, on abandonne des projets sans explication. L'inconscient a pris le contrôle. Et, paradoxalement, il est parfois nécessaire de perdre le contrôle pour le reprendre. Il y a un moment symbolique que Jung décrit avec précision, celui où l'individu réalise que l'ennemi est intérieur. Jusque-là,
On pense que c'est la faute de tous les autres, son patron, son partenaire, le monde entier. Mais un jour, quelque chose change. On réalise que le scénario change, mais que l'intrigue reste la même. Les visages changent, mais le schéma reste identique. C'est alors que le miroir devient plus clair. Il ne s'agit plus de blâmer, mais de comprendre. Qu'est-ce qui, en moi, crée cet extérieur? C'est une question dangereuse, car elle prive la victime de son réconfort et renvoie le fardeau du Créateur. Mais c'est aussi le début de la liberté. Imaginez une femme qui se donne à fond dans chaque relation et qui finit toujours par s'épuiser. Elle dit qu'elle attire les vampires. Le schéma se répète car elle craint de reconnaître sa propre agressivité, son droit de dire non. En réprimant sa force, son inconscient projette cette énergie sur l'autre, qui apparaît alors comme un prédateur. Lorsqu'elle affronte enfin sa propre peur d'être méchante, le schéma se dissout. Le prédateur disparaît, l'énergie ayant été réintégrée. Elle détient désormais les clés de sa propre maison. Jung voyait la psyché comme un théâtre. Sur scène, l'ego joue les rôles, en coulisses, l'inconscient distribue les costumes et les textes. Quand l'acteur se prend pour le rôle, le drame se répète. Lorsqu'il réalise qu'il est l'interprète, et non le personnage, quelque chose s'ouvre. L'ombre, ce sont les acteurs oubliés des acteurs talentueux que vous avez laissés enfermés dans la loge. Certains représentent la colère, d'autres le désir, le courage, le pouvoir. Ils frappent à la porte. Si vous continuez à faire semblant de ne pas entendre, ils envahiront la scène en plein milieu de la scène. Mais si vous vous ouvrez, si vous donnez la parole à chacun, le spectacle change de genre. De la tragédie, il devient une initiation. Les mythes anciens décrivent ce processus en termes poétiques. Orphée descend aux enfers pour sauver Eurydice. Inanna, la déesse sumérienne, franchit cette porte et perd tout ce qu'elle possède jusqu'à se retrouver nue devant le trône de sa sœur. Le Christ descend aux enfers avant de ressusciter. Dans tous ces mythes, la descente est nécessaire. Il n'y a pas de renaissance sans ténèbres. Jung y voyait la carte de la psyché, l'âme doit mourir en morceaux pour renaître entière. Et chacun de nous porte en lui sa propre version de ce mythe. Parfois, c'est la dépression qui démantèle l'ego, parfois le divorce, le deuil, la perte de foi. La surface se fissure, et derrière la fissure émerge quelque chose de plus ancien et de plus vrai. Mais il y a une chose que peu de gens réalisent, l'ombre se manifeste aussi dans les vertus. L'altruisme qui ne connaît aucun repos, l'humilité qui se déguise en peur, la foi qui nie le doute, la générosité qui dissimule la culpabilité. Tout excès porte en lui sa propre négation. Trop de lumière engendre la cécité. L'âme recherche l'équilibre. Quand un camp domine, l'autre sabote. C'est pourquoi tant de bonnes personnes sont secrètement agressives, et tant de fermes sont secrètement fragiles. L'ombre vit dans tous les extrêmes. Et le processus d'intégration est un retour au centre, non un déplacement d'épaule. Vous vous souvenez peut-être d'un épisode où vous avez perdu le contrôle, vous avez dit quelque chose de cruel, explosé de colère ou agi d'une manière que vous n'avez pas reconnue plus tard. La honte s'installe et vous tentez d'effacer l'incident. Mais Jung suggère une autre voie, regardez à nouveau. Ce moment révèle une force qu'il faut nourrir, et non éteindre. Peut-être votre colère exprimait-elle ce que votre voix polie avait étouffé pendant des années. Peut-être votre perte de contrôle révélait-elle une frontière brisée. L'ombre ne parle pas le langage du social, elle parle celui de la nécessité. Et tant que vous ne la traduirez pas, elle continuera à hurler. La rencontre avec l'ombre apparaît comme une crise, mais c'est une initiation. Au cœur de l'effondrement, quelque chose en vous observe. Cette conscience silencieuse, qui ne désespère pas même lorsque tout s'écroule, est le soi qui commence à émerger. C'est la part de vous qui ne s'identifie ni à la lumière ni à l'obscurité, mais qui contient les deux. Lorsque la douleur devient insupportable et que vous sentez pourtant quelque chose vous observer de l'intérieur, c'est cela, le centre a commencé à respirer. L'ombre ne peut être intégrée que lorsque le centre s'éveille. Sans cet axe, vous êtes englouti. Avec lui, vous apprenez à cheminer entre les mondes. Certains résistent à ce voyage par peur de perdre la foi. Mais c'est le contraire qui est vrai. Ceux qui descendent dans l'ombre ne perdent pas la foi, ils découvrent une spiritualité plus robuste, car elle inclut l'humain. L'âme ne désire pas des anges parfaits, elle désire des êtres entiers. Elle désire l'esprit incarné dans le corps, la pensée ancrée dans l'émotion, l'amour qui surmonte les conflits. La foi mature ne se nourrit pas de dogmes, mais de l'expérience directe du divin dans sa propre imperfection. Jung disait que chaque être humain est une histoire que Dieu raconte pour se comprendre. L'ombre est le chapitre où Dieu se souvient d'être humain. Et concrètement, comment vivre cela sans se perdre? Commencez par reconnaître que chaque émotion a le droit d'exister, mais pas de dominer. Quand la colère surgit, dites « je te vois ». Quand la peur surgit, dites « je t'entends ». Quand l'orgueil surgit, dites « je te connais ».
Parler avec émotion est un acte symbolique d'intégration. Vous n'êtes pas ce que vous ressentez, mais l'espace que vous éprouvez. Cette simple distinction change tout. Car tant que vous êtes la colère, elle agit. Quand vous l'observez, elle se transforme en énergie utile. Ce qui était impulsif devient un choix. Ce qui était compulsif devient un canal de pouvoir. Le secret, c'est la présence. Le quotidien est rempli de portes d'entrée vers cette pratique. Un embouteillage, une dispute conjugale, un commentaire sur les réseaux sociaux, une erreur au travail, tout cela est une matière première pour le psychisme. Chaque irritation est une leçon cachée. Quand votre sang bouillonne, ce n'est pas le monde qui vous provoque, mais l'ombre qui réclame votre attention. Si vous vous arrêtez une seconde, respirez et vous demandez « Qu'est-ce qui m'a touché exactement ?», vous verrez que ce n'est presque jamais à cause de l'autre. Il s'agit de l'ancien en vous qui saigne encore. Et lorsque cet ancien est reconnu, quelque chose guérit. Le monde change légèrement, mais cela suffit à réorganiser la réalité. Et pourtant, il y aura des jours où rien n'aura de sens. La plongée sera irrégulière. Il y aura des rechutes, des résistances, un désir d'évasion. L'inconscient est vaste et ne cède pas facilement. Mais chaque fois que l'on affronte l'inconfort sans distraction, le champ se déplace. L'inconscient est comme un animal sauvage, il fuit le bruit et s'approche du silence. Traitez-le avec respect, et il viendra. Traitez-le avec violence, et il attaquera. La relation avec l'ombre est une vieille amitié qui se renouvelle. Au début, il y a la méfiance, puis la reconnaissance, enfin, l'alliance. Jung a décrit cette union en termes alchimiques, *conjunctio oppositorum *, l'union des contraires. C'est alors que leur symbolique commence à émerger du plomb de l'expérience. La colère devient carburant, la peur, un phare, la tristesse, une source de compassion. On ne guérit pas l'ombre, on la met à notre service. Et alors, pour la première fois, on se sent vivant sans avoir besoin d'agir. Le plus grand mystère de ce voyage réside peut-être dans ce qui se produit lorsqu'on cesse de lutter. Le silence intérieur qui émerge n'est pas le vide, mais la plénitude. Quelque chose en soi se redresse. On réalise qu'on n'a plus besoin de se justifier, qu'on peut occuper son propre espace sans culpabilité. C'est le début de la véritable autorité, non pas celle qui commande, mais celle qui soutient. Le regard change. On le ressent. Certains se rapprochent, d'autres s'éloignent. C'est naturel. L'énergie se réorganise selon la vérité. Et, curieusement, la vie commence à conspirer. Les situations qui semblaient insolubles se dénouent, des chemins auparavant fermés s'ouvrent. Le monde extérieur, façonné par la psyché, répond à la nouvelle configuration intérieure. Lorsque Jung guidait ses patients à travers ce processus, il ne les menait pas vers le haut, mais vers le bas. Il savait que l'enfer de l'âme est le laboratoire de Dieu. Là, dans les zones brûlantes de l'inconscient, les parties séparées fusionnent. On en ressort brûlé, mais trempé. Et à son retour, quelque chose a irréversiblement changé, la peur perd son pouvoir. On observe le chaos et on y voit une structure, on observe l'erreur et on y trouve une leçon, on observe la douleur et on y voit de l'or brut. Le monde moderne tente d'éviter ce plongeon. Il privilégie la distraction, la consommation et la dopamine. Mais ceux qui ne descendent pas restent superficiels. Et la superficialité est fragile. La vie, à un moment donné, exigera de la profondeur. Que ce soit par la douleur ou par l'amour, la descente est certaine. Le choix est simple, aller consciemment ou se laisser emporter. Jung disait que le salut est une question de profondeur. Chaque couche d'ombre que vous éclairez restaure un morceau d'âme perdue. Et plus vous retrouvez d'âme, plus le monde vous reconnaît sans effort. C'est ce que peu de gens comprennent, l'ombre n'est pas un obstacle à votre pouvoir, elle en est la source. Lorsqu'elle est révélée, vous cessez d'être manipulé et commencez à créer. Et ce qui vous paralysait autrefois devient impulsion. L'instinct que vous redoutiez joue désormais en votre faveur. Vous n'avez plus besoin d'être gentil, vous devez être entier. La véritable bonté naît d'une force réconciliée. Au bout de la descente, il ne reste qu'une clarté sereine. On réalise que rien dans l'obscurité n'était un ennemi. Tout était langage. Tout était énergie en quête d'un foyer. Et lorsque chaque fragment trouve sa place, l'âme se repose. C'est un nouveau silence, non pas celui de la lassitude, mais celui de la présence. Maintenant, regardez autour de vous. La vie reste la même, mais pas vous. La lumière des choses a changé. Et si vous y prêtez attention, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Le monde commence à réagir à son nouveau centre. Les gens vous regardent différemment. Le temps s'organise différemment. Les coïncidences se multiplient. Jung appellerait cela la synchronicité, le dialogue entre l'âme et l'univers. C'est le signe que l'ombre a commencé à coopérer. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Intégrer l'ombre n'est que le premier pas. Derrière elle se cache une autre porte,
La puissance silencieuse qui surgit lorsque l'inconscient n'est plus une menace, mais un allié. Cette force n'a pas besoin de scène, elle agit entre les lignes. C'est le pouvoir d'influencer le monde sans élever la voix. C'est la présence qui change l'air. Et c'est là que nous allons. Préparez-vous, car la prochaine étape n'est pas de combattre, mais d'apprendre à tout faire bouger autour de vous sans être vu. Imaginez-vous marcher dans la rue et remarquer le changement d'air autour de vous. Personne ne peut dire pourquoi, mais quelque chose en vous modifie le rythme de l'environnement. C'est comme si l'atmosphère réagissait à votre simple présence. C'est le moment où l'inconscient, autrefois un adversaire caché, commence à conspirer en votre faveur. Jung appellerait cela le magnétisme psychique, l'expression silencieuse d'une âme en équilibre entre ombre et lumière. Lorsque l'intérieur s'organise, le monde extérieur commence à se réorganiser. Les coïncidences se multiplient, les bonnes personnes apparaissent, les bons endroits se révèlent, et les résistances qui semblaient autrefois des montagnes se dissipent comme la brume à l'aube. Un pouvoir invisible naît de cela, non pas d'un effort délibéré pour contrôler le monde, mais de l'harmonie intérieure qui l'influence naturellement. La plupart des gens tentent d'atteindre cet état par des techniques, des stratégies et des manipulations sociales. Mais rien de ce qui relève du calcul ne peut remplacer ce qui naît de l'intégration. Le véritable pouvoir est une conséquence, non un accomplissement. Il ne s'apprend pas, mais se mémorise. Il émerge lorsqu'un être humain cesse d'agir comme un personnage et devient le canal d'une force supérieure à l'ego. C'est le même pouvoir que nous ressentons lorsque nous sommes proches d'une personne véritablement authentique, non pas un acteur, ni un maître, mais un individu devenu transparent à son essence profonde. Jung disait que « ce qui a une âme rayonne toujours », et c'est exactement cela. Nul besoin de la montrer, le simple fait d'exister communique déjà. Mais qu'est-ce qui rend cette influence si irrésistible? Pourquoi les gens font-ils confiance, suivent-ils ou respectent-ils ceux qui semblent porter quelque chose, sans avoir besoin de le montrer? La réponse se trouve dans l'inconscient collectif. Depuis l'Antiquité, les êtres humains reconnaissent instinctivement les signes d'équilibre. Ils perçoivent lorsqu'une présence est alignée, lorsqu'une énergie est stable, lorsqu'une parole naît d'un lieu authentique. C'est une reconnaissance ancestrale, le corps perçoit avant que l'esprit ne décide. Ainsi, ceux qui atteignent leur plénitude réveillent quelque chose de latent chez les autres. Leur présence agit comme un miroir pur qui reflète ce que les autres ne voient pas encore en eux-mêmes. Par conséquent, l'influence est inévitable. Ceux qui ont atteint leur axe intérieur éveillent chez les autres le désir inconscient de s'aligner eux aussi. Et si le secret de l'influence n'était pas de persuader, mais d'incarner? Et si, au lieu de rechercher le pouvoir, il suffisait d'être le reflet vivant de ce que l'inconscient collectif aspire à redécouvrir? Voilà la véritable révolution, une force qui s'impose sans avoir besoin de dominer, car elle parle le langage archétypal de l'âme humaine. L'énergie rayonnante de l'individu intégré n'est pas mystique au sens surnaturel, elle est psychologique, mais profondément réelle. C'est le champ invisible de cohérence qui se forme lorsque les parties internes cessent de se combattre. Le corps devient stable, le regard ferme, la voix précise, le geste économe. L'inconscient perçoit cette congruence et projette autour de lui une aura d'autorité. C'est la même sensation que celle que nous ressentons en pénétrant dans une forêt et en réalisant qu'il y règne un ordre vivant, silencieux, presque sacré. Rien n'est besoin d'être dit, tout est, tout simplement. La personne qui atteint cet état redevient, pour ainsi dire, nature. Elle agit selon la loi de la vie, et c'est ce qui la rend magnétique. Jung croyait que ce magnétisme résultait de la réconciliation des contraires au sein de la psyché, le conscient et l'inconscient, le masculin et le féminin, le rationnel et l'instinctif, le spirituel et le terrestre. Lorsque ces pôles s'harmonisent, une nouvelle énergie émerge, il l'appelait le lumineux. C'est la présence du mystère dans le quotidien, le sentiment que quelque chose de plus grand souffle en vous. Cette force est inexplicable, mais elle peut être reconnue. Et dès qu'elle s'installe, la peur d'être oublié disparaît, car vous devenez partie intégrante de la trame même de l'existence. Mais comment en arriver là sans se perdre dans la vanité de son propre génie? La réponse est paradoxale, plus on devient conscient, plus on doit apprendre à devenir invisible. Le pouvoir visible suscite la compétition, le pouvoir invisible suscite la confiance. Lorsque vous dominez l'environnement sans afficher de domination, les gens vous approchent instinctivement. Ils se sentent en sécurité, non menacés. Et c'est ce qui différencie le manipulateur du sage. Le manipulateur cherche à contrôler, le sage cherche à s'aligner. Le premier parle de pouvoir, le second l'incarne. Réalisez-vous combien d'énergie vous passez encore à essayer de prouver ce que vous êtes déjà? Combien de fois surexpliquez-vous, surjustifiez-vous, surconvainquez-vous? Chaque fois que vous devez montrer quelque chose, vous admettez que vous doutez encore de le posséder. La véritable autorité est silencieuse.
Quand vous savez vraiment, le monde le reconnaît sans que vous ayez à l'annoncer. C'est à ce moment-là qu'apparaît le phénomène que Jung observait avec fascination, la synchronicité. L'univers se met à agir comme s'il coopérait avec l'individu. Non pas parce qu'il manipule le hasard, mais parce que la psyché et le cosmos sont devenus l'expression d'un ordre unique. Lorsque l'intérieur et l'extérieur fusionnent, le temps cesse d'être linéaire et devient symbolique. Les événements semblent s'aligner sur leur sens. Vous pensez à quelqu'un, et cette personne vous appelle. Vous rêvez d'un symbole, et le lendemain, il apparaît dans une conversation. La réalité commence à vous parler. Et, chose curieuse, plus vous essayez de la forcer, moins elle fonctionne. C'est en lâchant prise que la synchronicité se manifeste. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Ce pouvoir invisible résulte d'un abandon conscient au flux de la totalité. C'est un état où l'ego cesse de tout diriger et commence à collaborer avec le soi, le centre organisateur de la psyché. À ce stade, l'individu n'agit plus uniquement par volonté, mais par cohérence. Il devient une extension vivante de l'intelligence qui imprègne l'univers. C'est comme si le fleuve coulait enfin sans résistance. Il existe cependant un risque subtil, confondre cette harmonie avec la passivité. Intégrer l'inconscient ne signifie pas renoncer à l'action, il s'agit d'agir avec précision. Lorsque l'esprit est en phase, un mot suffit. Un geste change le cours d'une situation. Une décision, prise au bon moment, déclenche une séquence d'événements qui, auparavant, auraient exigé un effort considérable. Cela se produit parce que l'action ne vient pas d'un ego hâtif, mais de la totalité qui voit la situation dans son ensemble. C'est pourquoi les sages semblent toujours être au bon endroit au bon moment. Ce n'est pas un hasard. C'est une question de synchronicité. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans une pièce, même sans dire un mot, changent l'atmosphère ? Parfois, elles apportent le calme, parfois le malaise. Cela se produit parce que nous sommes tous des émetteurs de l'inconscient. Ce que vous refoulez vibre, ce que vous intégrez émane. L'inconscient collectif est comme un océan partagé, et chaque individu est une vague. Lorsqu'une vague se déplace, toutes les autres la ressentent. Ainsi, le pouvoir invisible n'est pas la domination sur autrui, mais la capacité à faire bouger le champ commun de l'intérieur vers l'extérieur. Cette idée semble abstraite jusqu'à ce que vous la viviez. Imaginez-vous en réunion et constatez soudain que les tensions commencent à se dissiper sans que personne n'ait rien dit. Vous êtes simplement là, présent, à écouter. Les gens parlent plus doucement, se calment, adaptent leur ton. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'inconscient collectif qui réagit à la présence d'une psyché ordonnée. De même, si vous êtes en conflit interne, le chaos se répandra dans la salle. Ce qui est intérieur résonne à l'extérieur toujours. Mais il existe un secret encore plus profond. Le pouvoir invisible se manifeste pleinement lorsque l'individu cesse de désirer la reconnaissance. Tant que l'on recherche l'admiration, on reste prisonnier de sa personnalité, le masque social. Et ce masque exige toujours de l'énergie, car il doit être entretenu. Lorsque l'on abandonne le désir d'être quelqu'un, l'univers peut enfin agir à travers soi. C'est le paradoxe du pouvoir, il n'émerge que lorsqu'il cesse d'être l'objectif. Combien de fois avez-vous tenté en vain de convaincre quelqu'un, pour finalement découvrir qu'il suffisait de cesser d'insister pour qu'il comprenne enfin ? Combien de fois une situation s'est-elle résolue d'elle-même lorsque vous avez renoncé à tout contrôle sur l'issue ? Ce n'est pas de la résignation, c'est de la synchronicité. Le contrôle crée des tensions, et les tensions bloquent le flux. La véritable influence vient d'une relaxation lucide, de la certitude que tout ce qui doit arriver arrivera, pourvu que vous soyez entier. Jung a dit, qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. La phrase est simple, mais sa portée est vaste. Lorsque vous vivez avec une perspective extérieure, votre conscience devient réactive. Vous réagissez au monde, essayant de vous y conformer. Lorsque votre regard se tourne vers l'intérieur, l'axe s'inverse, c'est le monde qui commence à vous répondre. C'est le moment où le rêve devient réalité et où la réalité révèle le rêve. Cependant, cet état n'est pas permanent et ne doit pas être idéalisé. Le pouvoir invisible exige la vigilance. L'inconscient est vaste, et n'importe quelle parcelle oubliée peut tenter de reprendre le contrôle. L'humilité est donc la marque de la véritable force. Ceux qui pensent être arrivés ont déjà perdu. La connaissance de soi n'est pas un trophée, c'est une danse entre ombre et lumière. Le sage ne domine pas l'inconscient, il l'écoute. Et cette écoute est une forme d'amour. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la sagesse semble silencieuse ? Peut-être parce que la vérité, véritablement incarnée, n'a plus besoin de se prouver. Le sage parle peu, car il sait que chaque mot est une graine. Il réalise que le pouvoir le plus réel est celui qui agit inaperçu, comme la croissance d'un arbre. Personne ne le voit, mais un jour son ombre recouvre tout le champ. C'est ainsi que fonctionne la psyché intégrée,
Elle œuvre en silence jusqu'à ce que, soudain, la réalité s'épanouisse. En fin de compte, tout se résume à une loi simple, le monde est façonné par la qualité de votre présence. S'il y a cohérence, il s'harmonise, s'il y a fragmentation, il devient désordonné. C'est pourquoi le travail intérieur est l'acte politique et spirituel le plus important que l'on puisse entreprendre. Chaque personne qui prend conscience transforme le champ collectif. La paix intérieure que vous atteignez est la paix que le monde commence à ressentir. Et si le sens de la vie était précisément cela, devenir si conscient que le simple fait d'exister soit déjà une bénédiction pour autrui? Et si la véritable révolution n'était pas extérieure, mais psychique? Imaginez une planète où des millions d'individus éveillés portent en eux cet axe silencieux. Que adviendrait-il de la violence, de la peur et du chaos? Peut-être n'aurait-il rien à imposer, la présence de ceux qui se sont déjà trouvés suffirait. Le pouvoir invisible est la maturité de l'âme. Il ne séduit pas, ne force pas, ne promet rien. Il est, tout simplement. Et, comme toutes les grandes vérités, il est simple. Lorsque vous devenez entier, le monde vous répond tel un miroir qui vous reconnaît enfin. Ce qui était autrefois lutte devient synchronicité, ce qui était autrefois effort devient fluidité, ce qui était autrefois recherche devient présence. L'ombre, autrefois crainte, travaille désormais avec vous. L'inconscient, autrefois chaos, est désormais votre allié. Et l'univers, autrefois aléatoire, est désormais le reflet exact de votre ordre intérieur. À ce stade, vous n'avez plus besoin de vous demander si vous avez du pouvoir. Le pouvoir est devenu l'air que vous respirez, invisible, silencieux, mais absolument réel. Et la vie, pour la première fois, commence à vous obéir, non pas parce que vous la dominez, mais parce que vous parlez enfin sa langue. Il arrive un moment dans tout voyage intérieur où le bruit du monde perd son pouvoir de distraction. Ce qui vous hypnotisait autrefois, les voix, les exigences, les applaudissements commencent à paraître lointains, presque insignifiants. C'est à ce moment que le véritable silence approche. Non pas le silence de l'absence de son, mais le silence de l'absence de besoin. Jung disait que l'homme moderne craint le silence parce qu'il lui répond. Et c'est peut-être là la plus grande vérité sur l'âme, elle ne se révèle que lorsque le bruit cesse. C'est ce qui est arrivé à un homme que Jung a suivi pendant des années, un avocat célèbre, habitué à la visibilité, connu pour son don de parole. Un matin, après avoir gagné un procès important, il s'est réveillé et a réalisé qu'il n'avait aucune envie de dire un seul mot. Le succès semblait silencieux. Il a passé des journées ainsi, dans un silence complet, incapable de trouver du plaisir dans la conversation. Lorsqu'il est allé voir Jung, il l'a cru déprimé. Jung l'a écouté et lui a répondu, « Vous n'êtes pas malade, vous entendez pour la première fois ce qui se cache sous votre voix. » Ce silence n'était pas un échec, c'était un début. La culture enseigne que la valeur réside dans la visibilité. L'âme, quant à elle, valorise l'invisible. Lorsque vous vous retirez, le monde tente de vous rappeler à vous avec urgence. Messages, invitations, pression, questions déguisées en sollicitude. Tout semble indiquer que disparaître est une erreur. Mais le retrait n'est pas une évasion. C'est un acte spirituel, un retour à son propre centre. Jung voyait ce mouvement comme une étape inévitable du processus d'individuation, la retraite symbolique où l'ego se détache du collectif pour entendre le langage du soi. Le problème est que presque personne ne supporte cet intervalle. Certains le comblent de distraction, d'autres le prennent pour de la solitude. Mais l'âme œuvre en silence. Et c'est seulement dans ce vide que la transformation s'opère. Des siècles après Jung, des scientifiques contemporains ont observé quelque chose d'intrigant. Chez les moines qui passent de longues périodes de silence, le cerveau commence à créer de nouvelles connexions entre des régions auparavant isolées. L'activité de l'amygdale, le siège de la peur, diminue drastiquement. Et les zones liées à l'empathie et à la créativité se développent. Les neurosciences confirment l'intuition de Jung, le silence réorganise la psyché. Il répare l'esprit fragmenté, reconnecte le corps au présent et ouvre un espace permettant à l'inconscient de communiquer son contenu symbolique. C'est pourquoi, après des périodes de silence, nombreux sont ceux qui rapportent des rêves saisissants, des intuitions soudaines et des coïncidences improbables. Ce qui semblait être une pause se révèle être un pont. Mais le silence n'est pas un refuge confortable. Il n'épargne personne de lui-même. Quand le monde disparaît, les voix intérieures gagnent en intensité. Colère refoulée, peur ancestrale, tristesse inexpérimentée, tout revient avec intensité. Nombreux sont ceux qui abandonnent. Ils pensent que le silence les rend fous, alors qu'en réalité, c'est le bruit qui les a engourdis. L'absence de distraction est comme un miroir éclairé. Et rares sont ceux qui supportent leur propre reflet. Jung disait que l'individu n'est capable de devenir entier que lorsqu'il peut supporter le spectacle de sa propre âme s'enfuir. Le silence est le miroir où l'âme apparaît entière, et c'est pourquoi il est aussi le maître le plus redouté.
Avez-vous déjà remarqué comment la plupart des gens occupent leur temps pour éviter la solitude? Les téléphones portables sont devenus des boucliers, la musique des anesthésiants. Mais il y a quelque chose de sacré dans le fait d'être seul et entier. L'ermite du tarot, que Jung étudiait avec fascination, porte une lanterne dans le désert. Ce n'est pas un fugitif, c'est un porteur de lumière. La solitude, pour la conscience mature, est un laboratoire. C'est dans la solitude que Bouddha a atteint l'éveil, que le Christ a affronté la tentation, que Moïse a entendu le feu. L'absence est l'atelier de la présence. Ceux qui ne se sont jamais retirés du monde n'y sont jamais vraiment retournés. Jung a raconté un jour une expérience personnelle qui l'a profondément marqué. Pendant la Première Guerre mondiale, alors que le continent s'effondrait, il commença à avoir des visions de fleuves de sang et de villes en ruine. Craignant de devenir fou, il décida de s'isoler. Il passa des mois en isolement, dessinant, sculptant et enregistrant ses rêves. De cette époque naîtra Astérisque, le livre rouge Astérisque, peut-être l'œuvre la plus intime et la plus mystérieuse de sa vie. C'est là que Jung apprit à dialoguer avec les figures de l'inconscient. Il découvrit que les images intérieures sont autonomes, que l'inconscient possède une vie propre et s'exprime par symboles. Et, plus important encore, il découvrit que le silence n'est pas le vide, mais un territoire habité par des présences que l'ego a oubliées. À partir de cette expérience, il ne traita plus l'inconscient comme un dépôt de traumatisme, mais comme un temple. Mais pourquoi l'absence est-elle si puissante? Parce que lorsque les êtres humains disparaissent, ils laissent un vide que le monde ressent. La présence constante banalise la valeur. La disparition stratégique redonne du sens. Les anciennes écoles de mystère le savaient. En Égypte, les initiés passaient 40 jours dans un silence absolu, confinés dans l'obscurité des pyramides, pour apprendre à mourir avant de mourir. C'était un entraînement au détachement, une répétition à la disparition. Seuls ceux qui savent s'absenter comprennent le pouvoir du retour. Avez-vous déjà remarqué que, dans les relations humaines, ceux qui se montrent constamment perdent du poids? L'amour a besoin d'absence pour respirer, l'amitié a besoin d'espace pour grandir. C'est dans l'intervalle que fonctionne la mémoire. Jung voyait ce phénomène comme une réflexion psychique de la loi des contraires. Présence et absence forment un couple de force. Passer du temps loin de l'autre n'affaiblit pas le lien, il le renforce s'il y a une part de vérité dans tout cela. Il en va de même entre vous et le monde. Lorsque vous vous retirez consciemment, le monde vous rappelle avec une voix différente. Le silence a aussi une fonction énergétique. Il accumule la force. C'est comme si la psyché, privée de dispersion, se mettait à concentrer l'électricité. Dans les cultures anciennes, les chamans jeûnaient et observaient de longues périodes de silence avant un rituel, non par superstition, mais parce qu'ils comprenaient que le pouvoir a besoin d'espace pour se condenser. Le bruit se dissipe, le silence canalise. Lorsqu'on apprend à ne pas réagir immédiatement, à ne pas envahir chaque seconde de stimulation, quelque chose commence à grandir en soi. Une sorte de clarté solide, une confiance qui ne dépend pas de l'approbation. Et pourtant, le monde moderne nous conditionne à une exposition constante. La communication excessive est devenue une addiction. Nous vivons comme si la disparition était une mort sociale. Les réseaux, les notifications et les réponses immédiates ont fait de nous des fantômes bruyants. Nous parlons constamment, mais disons rarement quelque chose. Jung nous avertissait que la surexposition de l'ego mène à une personnalité enflammée. Quand tout est exposé, rien n'est vécu. La visibilité excessive brûle l'âme. L'absence, au contraire, la préserve. Il y a une curieuse histoire à ce sujet. Un moine japonais, connu pour son vœu de silence de 30 ans, fut invité à prendre la parole lors d'un événement international sur la spiritualité. L'auditoire attendait ces paroles comme une révélation. Lorsqu'on lui tendit le micro, il resta silencieux pendant plusieurs minutes. L'assemblée commença à s'agiter. Puis il se leva, s'inclina et se rassit. Pas un mot. L'auditoire était déconcerté, mais quelque chose changea dans l'air. Un observateur écrivit plus tard, à cet instant, chacun entendit son propre cœur pour la première fois. Le silence du moine n'était pas l'absence, c'était pure présence. La psychologie analytique peut sembler bien loin de cela, mais c'est cette même sagesse exprimée dans le langage moderne. Le silence est l'intervalle nécessaire à l'inconscient pour envoyer de nouvelles images à la conscience. Lorsqu'on est constamment occupé, le canal est encombré. Mais lorsqu'on est silencieux, la psyché commence à réorganiser les symboles. C'est pourquoi, après une retraite, de nombreuses personnes changent de profession, de ville ou de vie. Ce n'est pas une impulsion. C'est l'inconscient, enfin entendu, qui redessine la carte. Avez-vous déjà tenté de disparaître volontairement? Non pas par ressentiment, mais pour vous reconstruire. Vous déconnectez des conversations, vous coupez du bruit, oubliez le besoin d'être vu. Le malaise initial est intense, comme un repli sur soi.
Mais ensuite vient la clarté. C'est comme plonger dans l'eau froide, ça fait mal au début, puis ça réveille. L'absence délibérée est une forme de pouvoir psychique. Lorsque vous vous retirez, le monde vous reconfigure à un autre niveau. Ce qui vous ignorait auparavant commence à vous chercher. Ce qui vous sous-estimait auparavant commence à vous écouter. Et le plus curieux, c'est que rien n'a changé, vous avez juste cessé d'être trop disponible. Jung disait que l'âme a besoin de marge. Tout ce qui est sans limite est détruit. La présence constante est comme un barrage fissuré, elle perd de sa force jusqu'à ce qu'elle s'assèche. Apprendre à se retirer, c'est retrouver le respect de soi. Ce n'est pas s'isoler, c'est gérer sa propre énergie. Un silence mesuré ne vous éloigne pas du monde, il vous y reconnecte de manière plus lucide. Vous commencez à choisir quand parler, quand agir, quand être. Et cela change tout. Il est intéressant de noter que ce phénomène se produit également dans la nature. Après les incendies de forêt, une période de mort apparente s'installe. Le sol s'assombrit, les arbres se transforment en cendres et les animaux fuient. Mais sous terre, la vie œuvre silencieusement. Les graines germent dans l'obscurité. Et lorsque la pluie revient, la verdure réapparaît, plus intense qu'avant. Le même phénomène se produit dans la psyché humaine. Cette période d'absence est un hiver fertile. L'ego pense que c'est fini, mais l'âme se réorganise simplement pour s'épanouir autrement. Mais le silence révèle quelque chose que peu sont prêts à voir, l'insignifiance. Quand on prend du recul, le monde continue. Les lieux évoluent, les gens évoluent, le temps ne s'arrête pas. Cette reconnaissance blesse l'ego, mais libère l'âme. Ne pas être nécessaire est le premier pas vers l'essentiel. La personne se nourrit de l'illusion de son indispensabilité, le soi vit en communion avec le tout et, par conséquent, n'a rien à prouver. En acceptant sa petite part dans le grand tissu, paradoxalement, on gagne en profondeur. Jung rapportait que nombre de ses patients entraient en crise juste après avoir atteint la réussite sociale. Ils se retrouvaient entourés de tout ce qu'ils désiraient, soudain, ressentaient un vide écrasant. C'était l'appel du silence, une invitation à l'intériorité. Il disait que la deuxième phase de la vie humaine commence lorsque nous cessons de nous demander « Que attend le monde de moi ?» et commençons à nous demander « Que attend l'âme de moi ?» Cette transition nécessite presque toujours une pause, une disparition. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce sentiment que tout va bien extérieurement, et pourtant quelque chose vous tire vers l'intérieur? C'est peut-être le moment de prendre du recul. La vie ne veut pas vous punir, elle veut vous aligner. Le silence est un moyen d'ajuster votre trajectoire. Et en l'acceptant, vous découvrez que l'absence n'est pas synonyme de solitude, mais de souveraineté. Il y a des gens qui ne trouvent leur véritable voix qu'en cessant de parler. Un artiste qui perd l'inspiration, en s'éloignant du public, découvre de nouvelles formes de création. Un enseignant qui abandonne ses cours et revient en tant qu'écrivain. Un leader qui disparaît un temps et revient comme symbole. L'histoire regorge d'exemples de ce genre. Le silence est toujours l'intervalle entre deux versions d'une même âme. Lorsque Jung se retira dans sa maison au bord du lac, il passa ses journées à construire des tours de pierre. Cela ressemblait à un passe-temps, mais c'était un rituel. Chaque pierre représentait une pensée placée à sa place. Interrogé, il répondait « J'ai besoin de voir à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur ». Le travail manuel, l'isolement et le silence étaient sa façon de communiquer avec l'inconscient. Il comprenait que l'isolement n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique de l'âme. Sans lui, l'esprit se fragmente. En fin de compte, le pouvoir du silence est paradoxal, moins on agit, plus le monde s'ajuste. C'est comme si la réalité attendait qu'on baisse le son pour pouvoir réagir. Tout ce qui est essentiel a besoin d'espace pour se manifester. Le silence est cet espace. Il n'est pas l'absence de vie, c'est le champ où la vie se réorganise. Et à votre retour, le monde vous paraît différent. Les voix qui vous opprimaient autrefois perdent de leur force, les urgences perdent leur sens, on vous traite avec un respect différent. Non pas parce que vous êtes devenu quelqu'un de nouveau, mais parce que vous avez enfin appris à ne pas vous fondre dans l'excès. L'absence vous a rendu rare. Et rareté, à toute époque, est synonyme de valeur. À partir de ce moment, quelque chose commence à changer. Le silence, qui jusqu'alors servait de refuge et d'apprentissage, se transforme en stratégie. On découvre qu'on peut l'utiliser consciemment, non seulement pour se guérir, mais aussi pour influencer. Ce n'est pas une fuite, c'est un mouvement calculé. La puissance née de l'absence est la même qui façonne le destin des grands. Et c'est vers cela que Jung semblait vouloir nous guider. Lorsque l'âme trouve le juste rythme entre présence et retrait, la vie elle-même commence à se plier à ce rythme. Car le silence n'est pas la fin d'une voix. C'est le moment où elle apprend à se faire entendre, même lorsqu'elle ne parle pas. Il arrive un moment où le silence cesse d'être un refuge pour devenir puissance. Après la descente dans l'ombre et le long voyage de l'isolement, quelque chose en vous change de densité.
Vous cessez de réagir et commencez à créer. Le monde ne vous accable plus comme autrefois, car vous percevez désormais le mécanisme des événements. Le chaos a un rythme. L'injustice a une logique. La vie a un dessein. Et lorsque cette prise de conscience s'installe, une nouvelle forme de pouvoir émerge, non pas un pouvoir sur les autres, mais le pouvoir structurel de maintenir son propre axe tandis que tout le reste bouge. Jung disait que la psyché mature ne recherche pas le contrôle, mais le centre. Et lorsque ce centre est suffisamment fort, tout le reste s'organise autour de lui. C'est à ce stade que l'homme ordinaire devient une référence. Il n'a plus besoin de dire qui il est, les autres le savent. Sa présence crée l'ordre, son absence crée l'inconfort. Non pas parce qu'il impose, mais parce qu'il est devenu la base de l'équilibre. C'est la force structurelle dont parlait Jung, la capacité à servir de pilier, d'axe silencieux entre des forces opposées. Lorsqu'on atteint cet état, plus rien n'est accidentel. La synchronicité s'intensifie, les bonnes décisions naissent naturellement, et même les conflits semblent mener à un but invisible. Mais il y a un paradoxe à ce stade. À mesure que votre influence grandit, l'épreuve de l'humilité s'accroît. L'ego tente de revenir sous le couvert de la sagesse, murmurant que vous êtes désormais spécial, que les autres ont besoin de vous, que vous êtes indispensable. C'est le poison le plus subtil de l'individuation. Jung nous a avertis, tout ce que l'ego touche, il essaie de le posséder. Et le soi, cette force centrale qui vous guide, ne supporte pas d'être possédé. Ainsi, lorsque l'ego tente de s'approprier l'œuvre, l'univers crée des événements qui le désarment. La vie, généreuse et impitoyable, détruit toujours l'orgueil avant de détruire l'esprit. C'est ce qui est arrivé à une femme que Jung a suivie pendant des années. Elle avait atteint un état de sérénité impressionnant. Elle dirigeait une organisation, était respectée, équilibrée et lucide. Un soir, une petite erreur administrative a entraîné l'effondrement de tout ce qu'elle avait construit. Elle a perdu sa réputation, sa position et son contrôle. Lorsqu'elle est allée voir Jung, elle était furieuse. Comment la vie pourrait-elle me punir si j'étais en harmonie? Il a calmement répondu, la vie ne vous a pas puni. Elle vous a simplement libéré de l'idée que la sagesse vous rend intouchable. La structure interne doit être ferme mais flexible. Quand le pouvoir se durcit, il se brise. C'est peut-être là le point le plus dangereux du cheminement spirituel, croire que l'équilibre nous garantit la sécurité. La psyché ne recherche pas le confort, elle recherche l'expansion. Toute expansion exige une rupture. C'est pourquoi, lorsqu'on commence à sentir qu'on maîtrise le jeu, l'univers change les règles. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'évolution. La véritable puissance n'est pas la stabilité, mais l'adaptabilité. Jung voyait cela comme un processus alchimique, à chaque étape, leur intérieur doit être fondu à nouveau, pour se purifier des impuretés de l'orgueil. Ainsi, l'âme apprend à rester centrée même lorsque la forme se dissout. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, avec le temps, on réalise que la structure la plus solide n'est pas celle qui résiste, mais celle qui relie. Le pouvoir structurel ne consiste pas à ériger des murs, mais à tisser des réseaux. Les civilisations anciennes le comprenaient intuitivement. Le roi n'était pas seulement un dirigeant, il était un médiateur entre le ciel et la terre, entre le visible et l'invisible. Lorsqu'il échoua à maintenir cet équilibre, le royaume tout entier tomba malade. Jung voyait ce symbolisme comme un reflet de la psyché individuelle. Lorsque l'ego perd sa connexion avec le soi, l'âme se fragmente. La restauration commence lorsque l'on devient un pont entre l'instinct et la raison, entre le corps et l'esprit, entre soi et l'autre. Ce pont se manifeste au quotidien par des gestes simples. Un geste de patience au milieu du chaos, une parole qui désamorce un conflit, une décision qui préserve la vérité même si elle est coûteuse. Chaque acte cohérent renforce la structure. Petit à petit, on réalise que la force ne réside pas dans l'ampleur du geste, mais dans la pureté de l'intention. Le monde ne le remarque peut-être pas, mais l'inconscient collectif le reconnaît. C'est pourquoi certaines personnes, même anonymes, semblent rayonner de paix. Elles soutiennent le tissu invisible qui empêche le chaos de s'effondrer complètement. Mais plus vous devenez ferme, plus le destin mettra vos fondations à l'épreuve. Les épreuves ne disparaissent pas, elles changent simplement de nature. Avant, vous luttiez contre les autres. Maintenant, vous luttez contre la tentation de vous contenter de peu. Le pouvoir structurel ne tolère pas la stagnation. Il exige un mouvement constant. C'est un paradoxe, pour rester stable, il faut constamment changer. Lorsque vous comprenez cela, la souffrance prend un sens nouveau. Chaque difficulté devient un ajustement de l'âme, un réalignement avec la plénitude. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire se produit. Lorsque la psyché s'organise, elle commence à influencer des systèmes entiers. Jung a observé ce phénomène dans les groupes et les entreprises. Il suffisait qu'une seule personne atteigne un niveau de conscience élevé pour que le groupe tout entier commence à changer.
Les conflits s'atténuaient, les idées affluaient et des solutions surgissaient de manière inattendue. C'est comme si la présence structurée émettait un champ qui réorganisait la psyché collective. Il a appelé cela « l'effet du soi ». C'est la preuve que la transformation intérieure n'est jamais privée, elle se répercute. Mais, comme toute force, celle-ci a un prix. À mesure que vous devenez un pilier, d'autres commencent à s'appuyer sur vous. Cela peut paraître flatteur au premier abord, mais cela peut devenir une prison. Le même champ qui soutient peut emprisonner si l'on ne sait pas établir de limites. Le pouvoir structurel a besoin de contours. Jung disait que « l'amour qui accepte tout finit par se trahir ». L'amour mature a une forme. Il soutient, sans être un fardeau, il embrasse, sans être un obstacle. Apprendre cette différence est l'étape qui sépare le sage du martyr. Imaginez un médecin qui a soigné des centaines de personnes sans jamais prendre soin de lui-même. Un jour, il s'évanouit au milieu de son traitement. À son réveil, il comprend la signification de son corps. Nul ne peut soutenir le monde sans d'abord soutenir son âme. Il en va de même pour nous tous. Si votre structure n'est pas nourrie, elle se fissure. Et le monde, qui semblait reposer sur vous, s'effondre non par ingratitude, mais parce qu'il était votre propre reflet. Prendre soin de l'axe, c'est prendre soin du collectif. Ce qui est curieux, c'est que plus on mûrit, plus on devient invisible. Le pouvoir structurel ne brille pas, mais il soutient l'éclat des autres. C'est comme les fondations d'une maison, personne ne les voit, mais sans elles, rien ne tient. Jung a vu cela dans la figure du vieux sage, l'archétype qui guide sans avoir besoin de diriger. Il représente la sagesse qui ne rivalise pas, la puissance qui sert, la présence qui organise sans dominer. Le vieux sage est celui qui a découvert qu'il n'y a pas de différence entre se renforcer soi-même et renforcer le monde. Mais la vie, toujours mystérieuse, réserve un rebondissement. Lorsque vous devenez essentiel au fonctionnement de tout ce qui vous entoure, la vie elle-même prépare l'expérience qui vous force à lâcher prise. Un événement imprévu, une perte, une séparation. Soudain, le système qui dépendait de vous doit apprendre à fonctionner seul. La tentation est de résister, d'essayer de le réparer, de revenir au centre. Mais c'est là l'épreuve ultime du pouvoir structurel, comprendre que la structure que vous avez créée doit perdurer même sans votre présence. C'est le début du détachement ultime, celui du travail. Il existe une histoire peu connue à propos de Jung. Dans ces dernières années, il sortait souvent seul ramer sur le lac à l'aube. Un ami lui demanda un jour pourquoi il faisait cela chaque jour, malgré son affaiblissement. Jung répondit, « Pour se rappeler que ce que j'ai construit doit continuer à couler sans moi. » Il savait que la puissance qui ne peut être transmise n'est pas une puissance, mais un attachement. Le véritable maître prépare le monde à ne plus avoir besoin de lui. C'est pourquoi, une fois accompli, l'individu doit disparaître. Avez-vous déjà remarqué comment, dans la nature, tout ce qui remplit sa fonction se dissout gracieusement ? L'étoile qui brille depuis des millénaires s'éteint pour donner naissance à de nouvelles galaxies. L'arbre qui atteint sa limite de croissance tombe pour fertiliser le sol. Le fleuve qui traverse la terre entière finit par s'abandonner à la mer. Aucune de ces forces ne craint la fin, car elles comprennent qu'elle n'est qu'une autre forme de permanence. Il en va de même pour l'être humain intégré. Une fois sa structure achevée, il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il peut se retirer et laisser vivre ce qu'il a créé. Mais avant la disparition, il y a une dernière leçon. Le pouvoir structurel, lorsqu'il est réel, transforme non seulement l'environnement, mais aussi la mémoire collective. Même après votre disparition, votre présence continue d'influencer l'inconscient des autres. Vos paroles, vos gestes, votre façon d'être au monde deviennent une référence. Jung appelait cela un « archétype vivant », une énergie individuelle qui devient universelle. C'est ainsi qu'émergent des exemples qui inspirent des siècles, non pas parce qu'ils se voulaient éternels, mais parce qu'ils ont vécu si profondément que la vie elle-même a voulu les préserver. Et c'est peut-être ce que le destin nous demande à ce stade, non pas d'être rappelé, mais d'être incarné. Que votre présence, au lieu d'être un monument, devienne un fondement. Que ce que vous construisez n'ait pas besoin de votre nom pour perdurer. Que la structure que vous avez laissée derrière vous s'intègre à la trame même du monde. C'est là le summum du pouvoir silencieux, lorsque l'individu disparaît et que le sens demeure. Mais cet abandon n'est pas facile. L'ego résiste. Il veut être vu, reconnu, célébré. Et quand la vie commence à vous éloigner des projecteurs, il hurle. C'est alors qu'il faut se rappeler tout ce que l'on a appris jusqu'ici, la valeur de l'ombre, le pouvoir du silence, la force du centre. Chacune de ces étapes vous y a préparé. Car désormais, il ne s'agit plus de conquérir, mais de lâcher prise. Le héros qui est descendu aux enfers, qui a intégré ses démons, qui a bâti son royaume intérieur, doit apprendre à disparaître. Et c'est précisément lorsqu'ils disparaissent que l'histoire les rend éternels. La psyché humaine obéit à une curieuse loi,
moins on cherche à se souvenir, plus on devient inoubliable. La vie récompense ceux qui comprennent le moment de partir. Quand le pouvoir devient héritage, l'individu devient mythe. Et le mythe est la façon dont l'inconscient collectif dit « cette âme a rempli son rôle ». Le cycle est désormais presque achevé. Ce qui a commencé par la quête de sens, est passé par la descente, le silence, et est arrivé à la construction du centre, et est sur le point de se dissoudre dans la leçon finale, la disparition à son apogée. Ce qui vient ensuite n'est pas la fin, c'est la consécration. Car, au fond, tout voyage spirituel est une préparation à un départ en paix. Et celui qui sait disparaître au bon moment ne perd rien, il s'intègre à la trame même de l'éternité. Il y a un moment silencieux, presque sacré, où l'on réalise que tout le voyage, chaque chute, chaque doute, chaque nouveau départ n'avait pas pour but de devenir quelqu'un d'autre, mais de redevenir celui que l'on a toujours été. Dès le début, l'âme connaissait le chemin. C'était l'ego, avec sa peur de disparaître, qui s'obstinait à se perdre parmi les formes. Maintenant, au terme de ce voyage, le sentiment est différent. Il n'y a ni euphorie, ni victoire, il y a la sérénité. On n'a pas atteint un point fixe, mais un état de présence. Et c'est là que le véritable pouvoir se révèle, lorsque le désir de prouver cesse et que le simple fait d'exister est porteur de sens. Jung disait que l'individuation est le processus de devenir ce que l'on est. Et cela signifie, tout simplement, vivre en pleine cohérence avec son âme. Le chemin qui mène à ce point a été exigeant. Affronter l'ombre, maintenir le silence, construire son centre, apprendre à disparaître, rien n'est facile. Mais maintenant, tout s'assemble. Ce qui semblait autrefois fragmenté prend forme, et ce qui était un fardeau devient un carburant. L'ombre n'est plus un monstre, c'est une force apprivoisée. Le silence n'est pas la solitude, c'est une source de clarté. Le centre n'est pas l'isolement, c'est la liberté. Et la disparition n'est pas la mort, c'est la continuité. La vie, vue d'en haut, n'a jamais voulu vous punir, elle a voulu vous façonner. Chaque perte, chaque confusion, chaque malentendu était un maître déguisé, enseignant l'art de la plénitude. Le plus grand secret que Jung a tenté de nous transmettre est peut-être celui-ci: l'âme ne recherche pas la perfection, elle recherche la plénitude. Elle cherche à embrasser tout ce qui est le beau et le laid, le bien et le mal, la peur et le désir, et à transformer ce mélange en conscience. L'illumination ne consiste pas à être au-dessus des ténèbres, mais à être la lumière qui les perce sans les fuir. On ne devient libre que lorsque plus rien en soi n'a besoin d'être caché. Lorsque l'on peut regarder au plus profond de soi et dire « Je te vois », et pourtant je choisis d'y rester. C'est l'acte le plus courageux qu'un être humain puisse accomplir, non pas combattre l'ombre, mais la transformer en allié. Mais comment appliquer tout cela au-delà des mots? Comment transposer cette philosophie au quotidien, où les factures arrivent à échéance, les échecs sont nombreux et le temps nous file entre les doigts? La réponse réside dans de petits gestes. Lorsque vous ressentez de la colère, ne vous culpabilisez pas, respirez et écoutez ce que la colère tente de protéger. Lorsque vous ressentez de la peur, ne fuyez pas, demandez-vous ce que la peur cherche à préserver. Lorsque vous ressentez de l'envie, explorez le désir caché en vous. Chaque émotion est une lettre envoyée par l'âme, et l'inconscient est le messager qui parle le langage des symboles. Traduire ces messages est le début d'une transformation concrète. Il existe aussi un exercice simple, presque invisible, qui peut transformer radicalement votre façon de vivre, la pause consciente. Avant de réagir, de répondre, de décider, faites une pause. Cette pause marque la frontière entre l'instinct et le choix. C'est là, dans cet intervalle de quelques secondes, que la conscience se manifeste. Jung disait que toute liberté humaine réside dans cet instant, entre l'impulsion et la réponse. Quiconque maîtrise cette pause maîtrise sa propre vie, car c'est dans cet espace que l'inconscient cesse de vous guider, et que vous commencez à vous guider vous-même. Une autre voie est la pratique de la découverte de soi. Chaque jour, si possible, prenez quelques minutes pour vous observer sans intention. Fermez les yeux et ressentez ce qui vit en vous. N'analysez pas, ne jugez pas, observez simplement. Ce simple acte d'observation est le langage de l'âme. C'est ainsi que le soi, ce centre profond décrit par Jung, commence à guider l'ego vers son origine. La conscience n'a pas besoin d'être construite, elle doit être mémorisée. Et plus vous vous souvenez de vous-même, plus il devient naturel de vivre authentiquement. Vous pouvez également appliquer ces principes aux relations. Cessez de chercher à être compris et commencez à comprendre. Cessez de rechercher quelqu'un qui vous complète et commencez à être entier. Lorsque vous vous identifiez aux besoins, vous créez un sentiment d'emprisonnement. Lorsque vous vous identifiez à l'abondance, vous créez la liberté. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui n'ont besoin de personne, mais celles qui ont appris à être avec les autres sans se perdre. L'amour qui naît du soi n'est pas possession, c'est présence. Il n'exige rien, il ne charge rien, il soutient simplement. Et,
paradoxalement, c'est cet amour que le monde recherche le plus, l'amour qui libère. Au travail, l'application est tout aussi profonde. Il n'est pas nécessaire de changer de carrière pour vivre avec un but. Le but ne réside pas dans le rôle, mais dans l'intention. Demandez-vous, quelle part d'âme puis-je mettre dans ce que je fais aujourd'hui? Comment puis-je transformer le plus simple acte en expression de ma plénitude? Lorsque la conscience s'infiltre dans les petites actions, l'ordinaire devient sacré. Et c'est ainsi que la puissance invisible commence à agir, silencieuse, constante, transformant tout autour d'elle sans avoir besoin de scène. Mais le véritable défi réside dans les chutes, car il y aura des rechutes. Il y aura des jours où tout semblera à nouveau confus. Et c'est lors de ces journées que l'apprentissage se révèle. Rappelez-vous, il n'existe pas de remède permanent, il faut maintenir constamment la lucidité. L'individuation n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Vous reviendrez au même thème, mais chaque fois avec une conscience accrue, chaque fois avec moins de peur. La douleur qui revient n'est pas un échec, c'est une invitation à approfondir. L'inconscient ne répète pas pour punir, il répète pour enseigner. Il est important de comprendre que la transformation intérieure n'est pas un événement, mais une pratique. Et comme toute pratique, elle exige de la discipline. Jung disait que l'homme moderne ne souffre pas d'un manque de foi, mais d'un manque de contact avec le sacré intérieur. Ce contact est rétabli en vivant en pleine conscience. Être attentif est l'acte spirituel le plus élevé. Car ceux qui voient vraiment, aiment. Et ceux qui aiment ce qu'ils voient, se soucient. C'est ainsi que le monde commence à changer non pas par des discours ou des révolutions, mais par des présences éveillées. Et si vous doutez de l'impact qu'un seul être conscient peut avoir, rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir avec haine, vous interrompez une chaîne de violence qui pourrait durer des siècles. Chaque fois que vous agissez avec lucidité plutôt qu'avec peur, l'inconscient collectif respire un peu plus. Votre silence, votre lucidité, votre amour lucide sont des révolutions miniatures qui s'accumulent jusqu'à devenir un changement global. Ce que vous faites en vous-même ne reste jamais en vous-même. La psyché humaine est un réseau vivant. Tout ce que vous guérissez en vous-même guérit un peu plus le monde. Et c'est pourquoi ce voyage ne s'arrête pas là. La fin n'est que le début d'une nouvelle façon de vivre. Désormais, le monde ne sera plus quelque chose qui vous arrive, mais quelque chose qui vous répond. La conscience est contagieuse. Et lorsque vous commencez à vivre de l'intérieur, les coïncidences se multiplient, les bonnes personnes vous approchent, les bonnes situations se présentent. Non pas que l'univers conspire par magie, mais parce qu'il est le miroir de votre état intérieur. Tout ce qui est cohérent s'épanouit, tout ce qui est faux s'effondre. Telle est la loi naturelle de l'esprit. Alors, si quelque chose sur ce chemin vous a touché, ne le laissez pas mourir en théorie. Choisissez un acte, aussi petit soit-il, et mettez-le en pratique dès aujourd'hui. Il peut s'agir d'un pardon que vous avez repoussé, d'une conversation que vous avez évitée, d'une limite à fixer, d'un rêve que vous avez laissé planer. N'attendez pas le courage parfait, il ne vient pas. C'est l'action qui engendre le courage. Chaque pas, aussi petit soit-il, renforce le centre. Et plus vous agissez en accord avec la vérité, plus le chemin devient clair. Et lorsque vous douterez car vous en douterez, rappelez-vous que toute âme éveillée traverse des nuits obscures. Le doute fait partie de la foi, et le silence fait partie de la réponse. La transformation n'efface pas la douleur, mais elle vous apprend à la traverser avec dignité. La vie continuera de mettre votre axe à l'épreuve, mais vous savez désormais qu'en vous existe un lieu inaccessible. C'est l'espace sacré du soi, le point immuable où la lumière et l'ombre se réconcilient. Vous avez parcouru tout ce chemin, traversé des labyrinthes, affronté des démons, appris à vous taire, à vous maintenir, à disparaître. Il est temps d'intégrer tout cela à l'action. Ce voyage ne vous rend pas intouchable, il vous rend disponible. Disponible pour vivre pleinement, pour servir sans vous perdre, pour aimer sans être anéanti. Et si, à l'écoute de ces mots, quelque chose s'est réveillé en vous, un souvenir, un frisson, un désir silencieux de recommencer, alors la transformation a déjà commencé. Le monde a un besoin urgent d'êtres humains entiers. D'êtres qui ne fuient pas la douleur, mais la transforment en conscience. Qui ne parlent pas d'amour, mais l'incarnent. Qui ne recherchent pas la lumière, mais deviennent un phare. Vous pouvez être l'un d'eux. Et tout commence maintenant, par un simple geste, s'éveiller. Si ce message vous a touché de quelque façon que ce soit, si quelque chose ici a résonné en vous, en vous-même, que le temps avait étouffé, laissez un message. Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui ont besoin de l'entendre et écrivez dans les commentaires, même anonymement, ce qui s'éveille en vous aujourd'hui. Car chaque mot que vous laissez ici est une étincelle qui aide une autre âme à se souvenir aussi. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage avec moi, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque histoire est un miroir, chaque reflet une invitation et chaque rencontre une chance de renaître.